donc des méthodes de gestion du risque d'avalanche. Et pour ça, on va faire un bond en arrière de 30 ans, puisqu'on va revenir en fait en 1990, où Werner Munther a créé donc, le 3 par 3. Alors, le 3 par 3, en fait, ce n'est pas une méthode de gestion du risque à part entière, c'est plutôt un cadre décisionnel, une structure qui va vous permettre de gérer la manière dont vous préparez une sortie sur le terrain. Et en fait, en 2020, ce 3 par 3, il fait toujours consensus. Il est enseigné au niveau de la formation des guides à l'ENSA. Et il est la base quand même de beaucoup de méthodes qui ont suivi. Donc en fait, je pense que vous connaissez pour la plupart, il y a 3 filtres. Il y a un filtre régional, un filtre local et un filtre zonal. Alors ce filtre régional, c'est plutôt dans la phase de préparation de la course. Le filtre local, pardon, là c'est le matin au moment du départ ou sur l'approche de votre course. Et puis on a un filtre zonal qui est là vraiment la pente dans laquelle vous devez décider d'y aller ou pas. Et en fait, à chaque fois, sur ces 3 zones sur ces 3 phases de décision, eh bien, on a plusieurs critères qui rentrent en jeu, plusieurs familles de critères qui rentrent en jeu, des critères niveau météo, des critères liés au terrain, et puis des critères liés aux facteurs humains qui ne sont pas à négliger, parce qu'en fait, on peut avoir beaucoup de biais cognitifs par rapport à ça, et ça peut influencer sur notre prise de décision finale. Donc voilà, depuis cette année 1990 où Werner Munther a élaboré ce 3-3, eh bien, il y a tout un panel de méthodes de gestion de risque d'avalanche qui ont vu le jour. Donc ça, au niveau mondial, on a des méthodes américaines, autrichiennes, suisses, françaises, allemandes. Et donc voilà, cette frise chronologique, elle vous présente en fait ces 13 méthodes et potentiellement leur évolution, et puis les liens entre ces différentes méthodes. Donc ça, c'est un travail qui a été fait avec Fanny Panier, qui est doctorante au laboratoire Listic à l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc je reviendrai un peu plus précisément sur cette frise chronologique pour vous détailler en fait deux grands blocs de méthodes par la suite. Mais auparavant, je voulais revenir sur une des citations d'Alain qu'on a mis sur l'affiche de ce soir. Et donc, Alain dit que l'avalanche est un phénomène critique. La gestion du risque qu'elle engendre est un processus complexe et son approche ne peut donc être que simplifiée. En fait, aujourd'hui, même en 2020, en fait, tout ce processus de gestion de risque d'avalanche, c'est quelque chose de très complexe parce qu'on a énormément de paramètres qui peuvent influencer sur un départ d'avalanche. Et avec notre cerveau d'humain, eh ben, on ne peut pas prendre en compte tous ces paramètres et on va être obligé de simplifier en fait cette approche de gestion de risque. Alors simplifier, par contre, ça ne veut pas dire simpliste. Et donc ça, il faut en être bien conscient. Et aujourd'hui, si on fait un tout petit peu de métrologie, si on a une méthode qui est à la fois imprécise et inexacte, on ne va pas pouvoir raisonner correctement sur le terrain. Donc, on a aujourd'hui tout un panel de méthodes qui prennent que très peu de paramètres et donc qui simplifient peut-être un peu trop les choses. Et au final, le résultat qu'elles nous donnent, ces méthodes, il est précis, donc il est très reproductible. Par contre, il est souvent inexact et donc il va falloir faire attention à ça. Si on saute à la dernière cible, donc quelque chose d'exact et de précis, je vous ai mis une citation de Ian McCammon, qui est un nivologue très connu aux États-Unis, qui est l'auteur de la méthode des indices évidence. J'en reparlerai un tout petit peu après. Et quand il parle de sa méthode, il dit qu'un des plus grands obstacles à l'enseignement de la méthode des indices évidents est de traiter l'attente des gens selon laquelle elle prédit en quelque sorte les avalanches. Voilà, en fait, ce besoin en fait, que l'on a de prédire les avalanches aujourd'hui, c'est utopique. Personne ne peut dire que dans une pente donnée, à tel moment et sous telles conditions, une avalanche va avoir lieu. Donc quelque chose de précis et d'exact, aujourd'hui, c'est quand même plutôt utopique. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de méthode de prédiction, mais de méthode de prévention du risque. Et donc nous, c'est ce qu'on souhaite faire avec la méthode de vigilance encadrée. Et donc c'est d'être dans cette troisième cible pour avoir quelque chose qui est exact, mais qui potentiellement est parfois imprécis. Donc si je reviens sur la frise chronologique,
On a donc tout un premier panel de méthodes qui sont des méthodes basées essentiellement sur la méthode de réduction de Munter, donc sur des choses qui sont très statistiques. Donc la plupart des méthodes sont basées sur la méthode de réduction élémentaire. La méthode de réduction professionnelle et la méthode de débutant, ça c'est des choses que vous connaissez peut-être via l'outil Yeti qui est accessible sur la plateforme Camp2Camp. Et puis la méthode de réduction quantitative, c'est accessible par un outil qui s'appelle Ski2Run-Guru, qui est plutôt basé sur les Alpes suisses. Et donc, ce panel de méthodes, en fait, sa caractéristique, c'est que, alors, avec quelques petites différences et quelques petits ajustements en fonction des méthodes, toutes ces méthodes sont basées sur essentiellement deux paramètres, à savoir l'inclinaison de la pente et l'indice chiffré du BRA. Et cet indice chiffré du BRA, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose de zonal, donc quelque chose qui s'applique au niveau de la pente en elle-même, mais c'est un indice régional qui est basé en général sur un massif entier. Et donc, raisonner au niveau de la pente avec deux paramètres, mais un paramètre qui est essentiellement à gros grains au niveau d'un massif, eh ben, ça peut être dangereux. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser ces méthodes, hein, ce n'est pas mon propos ce soir, mais par contre, on pense que ces méthodes, elles ont un intérêt uniquement dans la phase de préparation de vos sorties et qu'elles ne doivent pas entrer en jeu dans votre décision finale au moment de prendre la décision dans la pente pour dire j'y vais ou j'y vais pas. Donc pour pallier en fait à cette problématique, il y a toute une autre mouvance de méthodes qui a vu le jour et donc qui a été initiée par la méthode des indices évidents de McCammon justement. Et McCammon, en fait, il est parti sur le principe que la plupart des victimes d'avalanches semblent avoir ignoré des signes évidents d'instabilité. Et ces signes évidents, il dit aussi que le fait de reconnaître ces signes fait appel au jugement de l'observateur. Donc aujourd'hui, si vous voulez aller plus loin que ces méthodes statistiques, eh bien, il y a un moment donné, il faut vous impliquer en fait dans cette démarche pour arriver à reconnaître ces signes d'instabilité et bien les comprendre. Et donc ça, c'est dans cette mouvance-là, on a la méthode de vigilance encadrée, dont Alain vous parlera dans quelques instants, qui fait partie de cette mouvance-là. Donc si on revient sur le fait que l'on souhaite simplifier le processus de décision, donc nous on estime que deux paramètres, à savoir la pente et l'indice chiffré du BRA, eh ben c'est pas suffisant. Et dans l'exemple de l'avalanche de Courchevel, par exemple, on avait dimanche, on avait l'indice chiffré du BRA, qu'une description textuelle. Donc dans ce cas-là, si vous voulez utiliser ces méthodes, c'est à vous de définir votre propre indice de risque. Et puis, dans cet hiver qui s'annonce assez particulier, eh bien, Météo France va avoir beaucoup moins d'informations sur l'état de la neige par les différentes stations de ski, puisque bon nombre seront fermées. Et donc, on aura en plus une grosse incertitude sur l'évaluation de cet indice de risque. Donc, nous, on pense que, sans aller dans trop de paramètres, parce qu'après, le cerveau humain, il n'est pas capable de gérer tout ça, on pense qu'il y a 6 paramètres qui sont vraiment importants à prendre en compte. Alors, Alain vous les détaillera par la suite. Et moi, ce que je voulais dire ce soir, en fait, c'est que sur ces 6 paramètres, le fait de s'impliquer, ça veut dire déjà les comprendre, et ça veut dire savoir comment comment retrouver l'information pour les évaluer. Donc, ça peut passer par déjà la lecture du BRA et pas simplement s'arrêter aux chiffres de l'indice. Ça veut dire aussi aller sur Géoportail pour voir les cartes des pentes et l'inclinaison du terrain. La CLPA, mais ça, Alain vous en parlera aussi pour avoir un historique des avalanches. Ça passe aussi par s'abonner aux différentes alertes de data avalanche et aux observations terrain que vous pouvez avoir en temps réel. Donc ça, Julie et Thierry vous feront un topo là-dessus. Et puis ça passe aussi par la compréhension des couches fragiles. Donc ça, les notions de désagrégation, de propagation. Et ça, c'est François Louchet qui va vous en parler dans quelques minutes. Donc ça demande quand même une implication si on ne veut pas rester qu'au niveau de ces méthodes statistiques qui, à notre sens, sont quand même des méthodes plus liées à une phase de préparation de la course et pas de décision au final objective sur le terrain. Voilà, donc je voulais finir avec la méthode de vigilance encadrée. Donc, les 6 paramètres, c'est la base de cette méthode de vigilance encadrée. Donc, c'est le cristal, dont Alain vous parlera par la suite, qui est notre représentation de ces 6 paramètres.
Et surtout, l'intérêt en fait, de la méthode de vigilance encadrée par rapport à toutes les autres méthodes qui existent aujourd'hui, c'est qu'elle vous donne un cadre pour analyser en fait, vos paramètres et prendre une décision qui va plus loin que les méthodes actuelles qui vous disent en général oui, non, et bien souvent quelque chose un peu intermédiaire de peut-être. Donc voilà, ça c'est le gros plus de la méthode de vigilance encadrée, c'est d'avoir un cadre qui vous permet d'analyser plus finement et de décider de manière objective sur le terrain et dans la pente. Et pour finir, en fait, cette méthode de vigilance encadrée, eh ben, elle rentre dans le cadre du 3.3 de Munter, puisque vous pouvez l'utiliser à la maison, en plus des méthodes de réduction dont on vient de parler. Vous pouvez l'utiliser dans la phase d'approche, également forcément sur le terrain au moment de la décision pour dire je vais ou je ne vais pas dans cette pente. Voilà, donc je conçois que 10 minutes, c'est très court, mais je m'arrête pour ne pas me faire taper sur les doigts par Sarah. Qu'est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Sarah, je te redonne la main. Oui, pardon. Du coup, alors, en termes de questions, de Sandrine, y a-t-il des papiers ou des abstracts publiés sur ce travail ou est-ce qu'il existe une thèse? Alors justement, il y a une thèse en cours, donc c'est la thèse de Fanny Panier dont je vous ai mentionné tout à l'heure. Et donc là, on vient de terminer ce travail d'état de l'art sur l'ensemble des méthodes qui existent donc depuis 1990. Et donc ça, c'est un papier qui va être publié prochainement, puisque la conférence phare, entre guillemets, de tout ce qui tourne autour des avalanches, qui s'appelle ISSW, a dû être reportée cette année à cause du Covid, qui est reportée en 2021. Donc pour l'instant, il n'y a pas de papier publié là-dessus sur ce travail global. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sarah? Émilie, vas-y. Oui, il y a une question demande de Benjamin qui demande si cette méthode tient-elle en compte du facteur humain? Alors, bon, sur le principe de la méthode, donc c'est plutôt Alain qui va vous en parler, hein. Mais oui, elle prend en compte le facteur humain. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est la première ligne que vous avez dans la méthode. Alors, on ne détaille pas actuellement les différents types de facteurs humains, mais c'est une des cases à cocher au départ pour définir dans quel mode de vigilance on va être. Et ça, c'est Alain qui vous en parlera un peu plus tard pour dérouler cette méthode. Ok, on a une question de Com. Dans quelle catégorie classez-vous le niveau test? Alors, le niveau test. Le niveau test, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas remis dans une partie rouge, dans une autre. C'est un peu quelque chose d'à part. Donc, le niveau test, c'est un ensemble de questions. Et dans la version 2 du niveau test, le BRA arrive, mais plutôt à la fin pour essayer de comparer le résultat qu'on a eu avec ce qui est annoncé sur le BRA. Donc, le niveau test, c'est une batterie maintenant en version 2, c'est une batterie de 37 questions. Donc, aujourd'hui, c'est une méthode qui est plutôt utilisée, en tout cas par les guides, à des fins d'enseignement et de formation, mais pas forcément vraiment de décision sur le terrain. Parce que répondre à 37 questions au moment où c'est critique dans la pente, eh ben, ce n'est pas forcément facile. Mais par contre, ça montre un panel important de cas et de questions. Et donc, ça rentre comme un outil d'enseignement et de formation qui est intéressant aujourd'hui. Il y a une question qui est très pratico-pratique, qui est par rapport au BRA, la publication des BRA cet hiver. Est-ce qu'on pourrait en dire un peu plus, étant donné que les stations, en tout cas pour le moment, sont fermées? C'est pas bon. Alors moi, je ne suis pas personnel de Météo France, hein, mais donc oui, certaines stations sont fermées. Donc là, ça veut dire que les remontées d'informations des pisteurs va être moindre par rapport aux années précédentes. Mais il y a des choses qui ont été mises en œuvre pour essayer de pallier ça. Et par exemple, donc, il y a tout un panel de guides qui ont été formés le week-end dernier par Alain et Greg, qui vont permettre de remonter beaucoup d'informations sur différents départements
afin justement d'apporter de l'information à Météo France pour essayer d'estimer le plus finement possible les bulletins et de fait l'indice de risque qui résulte de ces bulletins. Ok, on a une dernière question de Julien. Est-ce vos données sur les avalanches qui vous ont permis de créer ce modèle ou est-ce votre modèle Crystal qui vous a poussé à récolter des données sur les avalanches? Alors, en fait, la méthode de vigilance encadrée, c'est une méthode experte. Donc, elle est basée sur l'expertise d'Alain et d'autres personnes qui tournent autour de cette nivologie. Et donc, on n'est pas basé sur une approche statistique ou autre. Donc, on n'est pas parti d'un ensemble de données pour créer l'approche. Par contre, on va essayer aujourd'hui, avec l'ensemble des avalanches qu'on peut récolter et des tests nivologiques qu'on va avoir via le travail d'Alain, de Greg et donc des différents guides qui ont été formés dernièrement, d'analyser un peu plus finement toutes ces données pour essayer justement de faire évoluer cette méthode pour avoir quelque chose d'encore un peu plus précis, un peu plus exact par la suite. Mais au départ, cette méthode, elle n'est pas partie des données, elle est partie vraiment de l'expérience terrain et de l'expertise des professionnels.